Donc, bonsoir tout le monde, Tov, pour notre rendez-vous hebdomadaire du lundi soir, Baruch Hashem. Et comme d'habitude, quelques mots de Chizouk sur la paracha. Là, c'est un mot, on va dire, pilpoulik. Et puis, ça nous permet d'accomplir un peu la mitzvah de s'intéresser au Mishkan, au Beth Amikdash. On en parle tout le temps, ma chère, va venir, mais bon, on ne connaît pas les détails. Ça nous paraît tellement lointain. Imaginez-vous en train de construire un Beth Amikdash maintenant. Ça nous paraît vraiment lointain. Donc, il est bon de se plonger dans les halachot et voir quel est le fonctionnement et la fonction de Beth Amikdash. Il est connu qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban sur le compte des mitzvot. Chacun sait, ça c'est une Gemara, qu'il y a 613 mitzvot, Tariq mitzvot. Et la construction du Beth Amikdash est comptée comme une mitzvah. Ve'asuli mikdash, une mitzvah. Pourtant, la Torah nous dit à plusieurs reprises, Ve'asuli, kior, nechoshet, ainsi de suite. Tous les ustensiles du Beth Amikdash sont décrits sous forme de tzivouï, de commandement. Donc, on se demande, puisque la Torah nous donne un commandement de construire les ustensiles du Beth Amikdash, ainsi que le Beth Amikdash lui-même, eh bien, ça devrait être compté dans le compte des mitzvot. On devrait arriver à un chiffre supérieur à celui de 613. Et pourtant, le Rambam, Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide, sont d'accord qu'on arrive toujours au résultat 613 et on ne compte pas les Kélim du Beth Amikdash. Le Rambam, dans son Akdama, dans son introduction, explique que dans le compte des mitzvot, il y a certaines mitzvot qui sont des mitzvot klaliot, générales, et les pratim, les détails, ne sont pas considérés comme une mitzvah en soi, elles ne comptent pas. C'est une mitzvah de la Torah, mais elle ne rentre pas dans le compte des 613. Donc, puisque la Torah nous dit Vasouli Mikdash, dans ce passouk, Vasouli, un ordre de faire le Mikdash, est inclus les petits tzibouïm, les petits compliments, à savoir faire le kior, le canot, le chandelier, la table sur laquelle on mettait les pains de proposition. Donc, c'est répondu. Pourquoi on arrive à 613 et on ne compte pas tous les pratim? Parce que ces pratim, ces détails-là sont inclus dans la grande mitzvah qui s'appelle Ve'asuli Mikdash, je vais me faire un Beth Amikdash. Le Ramban ne dit pas ça. Le Ramban nous dit pourquoi ça ne compte pas, pourquoi ces mitzvot ne comptent pas. Il dit la chose suivante, un point très intéressant, c'est que la mitzvah de faire le kior, la mitzvah de faire le chandelier, la mitzvah de faire la table des pains de proposition, ce n'est pas une mitzvah en soi, c'est un ercher mitzvah. C'est un commandement divin, certes, mais c'est un ustensile qui permet de faire la mitzvah. Vous allez tout de suite comprendre. Faire un tefilin, faire un tzitzit, faire une souka, on va dire que c'est une bonne action. Grâce à elle, on va pouvoir faire les mitzvot, apposer la mezouza de sa porte, faire la mitzvah de souka, pouvoir lire le Sefer Torah. Mais cela ne répond, la confection des tefilin, des tzitzit de la souka n'est pas l'essence même de la mitzvah. L'essence de la mitzvah, c'est d'accomplir la mitzvah grâce à des ustensiles. Donc, le Rambam, très intéressant, que pourquoi l'ordre de faire les kelim ne compte pas dans les 613 mitzvot, tout simplement parce que ce ne sont pas des mitzvot en soi, ce ne sont pas des commandements en soi, c'est des choses que l'on est obligé de faire pour faire des commandements, comme la souka qu'on est obligé de faire, mais pour arriver à faire la mitzvah souka. La preuve, c'est d'ailleurs qu'on ne fait pas, quand on fait la souka, on ne fait pas la bracha Baruch Ata Hashem à la siatouka. Ou bien Baruch Ata Hashem al Ktivat Sefer Torah, Baruch Ata Hashem al Ktivat Tfilin. On ne fait pas une bracha sur ça. Pourquoi? Parce que c'est un ercher mitzvah, c'est une préparation. Donc, en deux mots, Ramban pense que le compte des détails des ustensiles
toutes les petites. Vous m'entendez? Oui, on ne vous entendait plus, mais là, on vous entend. Ça s'est arrêté un moment. Oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller. L'écran s'est éteint, mais ça va. Bon, donc moi, entendez encore une fois. Donc, je disais que, d'après le Rambam, pourquoi les ustensiles ne comptent pas comme une mitzvah? Tout simplement parce que ce sont des mitzvot, nous dit le Rambam, mais elles sont incluses dans la grande mitzvah de Vaasuli Mikdash. Le Rambam, il ne dit pas ça du tout la raison. La raison profonde, c'est parce que ce ne sont pas des mitzvot de mettre, donc elles ne comptent pas. Ce sont des hershers mitzvot, des préparations, quelque chose qui prépare la mitzvah. C'est une achana la mitzvah. Voilà donc, avec une belle explication. Dans le Tira, le Rabbi nous dit, alors un mot qu'on entend souvent dans les yeshivot, le Rambam et le Ramban, olchim nishita taihu. Ils vont d'après leur shita. Rambam Raman sont cholkin, en divergence d'opinion, sur le but final de la construction du Mishkan. But final. Bien sûr, le but du Ramban est admis par le Rambam et vice-versa. Mais quel est le plus chachou, le plus important? Le Rambam nous dit que le Beth Amikdash a été créé, a été ordonné, Dieu nous l'a demandé, pour apporter les corbanotes. On va dire, pour résumer, c'est le travail de l'homme. Apporter un korban, sentir qu'on s'approche de Dieu, korban, la shon kirou, on est plus proche de Dieu, on fait une faute, on apporte un korban khatat, ainsi de suite. Ça, c'est d'après le Rambam. Le Rambam, il dit non. Le Ikar, il est d'accord sur ça, bien sûr. Mais il dit le Ikar, l'essentiel du Beth Amikdash, Vasuli Mikdash Vesharanti Betocham. En fait, c'est pour amener la Shrina dans tout le monde. C'est Ashrat Ashrina, c'est descendu dans ce monde. Ce n'est pas le mouvement de bas en haut de l'homme qui s'approche de Dieu, c'est le mouvement de haut en bas de Dieu qui se rapproche du peuple d'Israël. Une belle explication qui est connue, une belle marloquette, divergence d'opinion, Rambam. Rambam dit c'est les korbanot, Ramban il dit c'est la descente de la Shrina. Ben, si vous regardez bien, on va coller les deux explications qu'on a données tout à l'heure. Regardez bien. Le Rambam nous dit que l'essentiel du Beth Amikdash, c'est pour les korbanot. Donc, aussi bien la construction des murs du Mishkan lui-même que la confection des ustensiles, c'est la même chose. Le but, c'est le même, c'est d'arriver à faire les korbanot. Donc, ça veut dire les ustensiles eux-mêmes, ce n'est pas une nachana seulement la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, c'est la construction de la demeure dans laquelle on va apporter les korbanot. Et donc, chacune des ustensiles est indispensable. Faire l'autel de sacrifice, l'autel des encens, de l'actorette, tout ça, c'est pour apporter les korbanot. Donc, c'est la même chose. Donc, le Rambam est obligé de dire que la raison pour laquelle les détails ne comptent pas, parce que les détails sont inclus dans le général. Ve'asuli Mikdash, c'est le général, et Ve'asuli, Kior, Kano, Menorah, Shulchan, tout ça, c'est inclus dans la grande mitzvah de faire le Mishkan. Le Ramban, Rabbeinu Nachmanide, par contre, non. Il dit le Ikar de la raison, la matara, le but, le tarté du Beth Amikdash, c'est la descente de Dieu dans ce monde, à partir duquel il se déploie, il irradie le monde. Donc, puisque le Mishkan, c'est pour la demeure divine, les ustensiles, c'est Tafel. C'est pas une mitzvah. Faire une demeure dans laquelle Dieu va résider. C'est la raison pour laquelle le Rambam dit que faire les ustensiles, c'est pas une mitzvah comme faire le Beth Amikdash, comme faire les murs du Beth Amikdash dans lequel Dieu va résider. C'est un surplus. C'est un surplus. Et c'est pour ça que c'est pas compté. La mitzvah qui est comptée, c'est la mitzvah de construire la demeure de Dieu parce qu'on doit faire Ashrat Ashrina. Donc tout ce qui est le reste, tout ce qui est Tafel, c'est pas compté. Ça fait partie de ce but, de cette matara. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam nous explique, les chitatés toujours, que la raison pour laquelle ça ne compte pas, tout simplement, c'est du mitzvot. Ce n'est pas du mitzvot parce qu'elles n'ont pas participé, en quelque sorte, si on peut dire, à la descente de Dieu. On se montre que Dieu aurait pu descendre même sans les kélim. Les kélim, c'est un surplus, c'est un rajout, c'est un embellissement, on va dire. Voilà, un petit mot comme ça, que ça nous donne envie le cheshek, de voir que tout ça s'accomplit, c'est qu'on construit le Beth Amikdash avec la raison du Rambam, avec la raison du Ramban.
On va construire le Beth Amikdash pour réinstaurer les korbanot, on va construire le Beth Amikdash pour faire résider Dieu dans ce monde, pour les deux raisons. Et on avance comme ça. Voilà, encore une fois que ça nous donne envie de reprendre ces longues parachiotes avec des descriptions minutieuses, des détails, les krachim, etc., les pommeaux dans la menorah avec le pommeau, les fleurs, les amandes, etc. Une foule, une multitude, une profusion de détails sur laquelle chacune a son importance, applicable à c'est nifla, chaque chose a son importance. Mais nous, on sait que tout ça, c'est pour arriver au but final, Ashrat Ashrina dans ce monde, descendre Dieu dans ce monde, et nous approcher de Dieu en étant mitkarev de lui, en approchant les korbanot. Voilà donc le petit mot que je voulais dire sur cette semaine, donc à la suite de Parashat Trouma. Maintenant, ça y est, on est à Tetzavé, c'est une semaine fameuse avec le fameux Mahamar du Rabbi. J'espère que tout le monde a commencé à l'étudier. Et nous allons donc reprendre notre étude des Melachot. On a parlé de Kotev, écrire, on a parlé de Mochek avec toutes les xérotes de Chazal, de nos Chachamim qu'ils ont ajouté sur Kotev. Rappelez-vous, écrire sur la buée d'une vitre, écrire sur du sable, ça c'était interdit de Rabbanan. Effacer dans tous les cas, c'est interdit. Nous avons dit que quand ça, les Chachamim ont fait des xérotes, de ne pas faire de business pendant Shabbat, de ne pas acquérir quelque chose si ce n'est pour une mitzvah pendant Shabbat. Bon, on a dit beaucoup de choses. Une fois qu'on a terminé donc cette melacha, on va arriver à la melacha. Donc, on a écrit les lettres sur les krachim, sur les poutres. Maintenant, il faut les réunir, ces poutres. On les réunit, on met par-dessus ou les rideaux, ou les tentures, les pots. Hein. Cet acte-là, c'est la suite des 39 mitzvot. On érige l'érection du Mishkan. On construit le Mishkan. Donc, construire, c'est une melacha. Bonnet. Alors, bonnet, on va rentrer un peu dans les détails. Aujourd'hui, on va faire essentiellement l'interdiction de faire un toit, faire un ohel, qu'on appelle un ohel. Mais pour cela, je voudrais quand même que tout le monde comprenne que bonnet, ce n'est pas seulement le concept de la traduction du mot construire. Construire, c'est prendre des pierres, des parpaings, et réunir avec du ciment, etc., à faire une maison. Faire un réchute, ça, faire une maison. C'est ça construire. Faire un endroit où on se sépare de son prochain, on veut vivre dans l'intimité, on veut vivre en famille, donc on est bonnet quelque chose. Mais bonnet, c'est un terme aussi beaucoup plus général. Bonnet. Alors, pourquoi plus général? Parce que tout acte qui procède de l'embellissement d'une maison, c'est aussi bonnet. Prenons un exemple. On va faire tout ça dans les détails, mais prenons un exemple. La maison est faite, tout est fini. Je voudrais accrocher une toile au mur. Qu'est-ce qu'on fait quand on va accrocher une toile au mur? Eh bien, tout simplement, on fait un trou, on met une cheville, et puis avec une vis quelque part, et puis on accroche la toile. Mais faire un trou dans le mur, c'est bonnet aussi. Si on fait un trou pour détruire, alors c'est interdit midé rabanan, mais la Torah n'interdit pas, je casse quelque chose, je mets calquel. Mais si je construis, c'est positif de faire un trou dans le mur pour pouvoir accrocher une toile. Non, ceci, c'est interdit de la Torah. Pareil aussi, vous avez un sol qui est un peu cabossé, des endroits avec des petits trous, des endroits un peu plus élevés. Je suis mashvé goumot. J'égalise les trous. C'est aussi construire. Je n'ai rien construit encore, mais je passe certaines machines pour pouvoir égaliser la hauteur de mon sol. C'est aussi bonnet. Donc, bonnet, c'est un terme tout à fait général d'amélioration d'une construction. Dans les toldot du Hav, les toldos, comme je vous ai expliqué à de nombreuses reprises, vous avez le Hav et vous avez la tolda. Par exemple, porter, c'est Otsar, sortir un objet du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, de la maison dans la rue. Rentrer un objet de la rue dans la maison, c'est une tolda. On a vu beaucoup d'autres exemples. On a vu la melacha de Dash, par exemple, battre le blé. On bat le blé pour séparer l'épi de la graine. Une tolda, chose qui ressemble, et qui a soumis la Torah aussi, mais qui n'est pas la vraie interdiction originelle, d'origine, c'est presser d'un aviv, presser des olives ou du raisin. C'est une tolda. Donc vous avez les toldot de bonnet, par exemple,
Nous avons une tolda de bonnet qui consiste à Asiyat OL. Lorsque l'on fait un OL, c'est-à-dire un toit, sans mechitzot, sans mur, c'est interdit. On va en parler tout à l'heure longuement, mais avant, je voulais vous donner encore quelques autres toldot. Toldot, par exemple, très curieux, on peut trouver bonnet dans les aliments. Imaginons que l'on fasse du fromage. On met un produit, même en faisant du citron, parfois un produit fort, dans du lait, le lait tourne. Il y a une espèce de liquide blanc qui tombe, ça s'appelle le lactosérum, et puis vous avez les parties grasses du lait qui se collent. C'est construire. Intéressant. Rapport avec la manière de construire. Quel rapport avec construire? Eh bien, tout simplement, le rapport avec construire, c'est que vous êtes en train d'agglutiner des petits éléments entre eux pour faire un gros fromage ou de la ricotta ou du fromage blanc, etc. C'est comme ça, on fait tourner le lait, quelquefois on le met dans un tissu, puis le lactosérum, donc c'est le liquide blanc tombe, et puis dans le tissu, vous avez tout le fromage blanc. Ça, c'est à son mitourbonné. Intéressant comme à ça. Un cadre, je vous ai dit faire un trou, c'est une tolda. Un autre aussi, dans certains cas, dans certains ustensiles, construire un ustensile, ça peut être bonnet aussi. Alors là, c'est délicat parce qu'il y a des grandes divergences d'opinion dans la Gemara. Par exemple, prendre le manche d'un marteau et le planter fortement dans le marteau lui-même. Bon, il y a une discussion dans la Gemara, Rav Shmuel, est-ce que l'interdiction, c'est makeva patish, c'est finir l'objet, ou bien c'est l'interdiction de bonnet? Bon, discussion. Non, mais sachez que construire du début jusqu'à la fin une table, par exemple, avec des clous, etc., des vis, ça s'appelle bonnet, tolda de bonnet. Je vous dis ça parce qu'en général, on dit que En binyan vestira bakelim. Il y a une phrase comme ça dans la Mara. Donc, il faut comprendre que ça veut dire En binyan vestira bakelim. Dans certains cas, il n'y a pas binyan vestira, mais dans beaucoup de cas, il y a oui, binyan vestira. Binyan, c'est construire, et stira, c'est détruire. Donc, démonter, détruire, c'est démonter. Alors, je vais commencer par donc la mlacha de la tolda de Asiyat Oel, faire un Oel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Oel? Un Oel, tout simplement, un toit. Alors, je veux faire un toit. Je suis dans mon jardin. J'ai 4 piquets qui sont plantés par terre et j'ai une grande bâche, en plastique parfois. J'ai une grande bâche avec des œillets aux 4 coins, des œillets comme ça. Et puis je tends la bâche et je la plante, je la tends sur les 4 piquets, comme une espèce de roupa comme ça. Si je fais une roupa kvoa, ça veut dire que je l'installe là-bas, elle va y rester de manière permanente. Chaque fois qu'il pleuvra, on se mettra sous cette bâche-là. Ça s'appelle un OL kavoa. Un toit kavoa. Je n'ai pas mis de béton, je n'ai pas mis des matières du ciment, mais le fait d'avoir une bâche comme ça qui me sert de toit et de manière kavoa, c'est Asur, Minatora, Mishum, Asiyat, OL. Voilà. Retenez bien ce point-là. Faire un OL, c'est une tolda de bonnet. Alors maintenant, quel est le din si je ne fais pas un OL kavoa fixe, je fais un OL à rail. Ça veut dire que je mets ma tente, je mets ma bâche sur 4 piquets, mais je le mets pour 1 heure ou 2. Quand la pluie finira, je l'enlève. Ça, c'est Asur Midrabanan. OL à rail, Asur Midrabanan. Avec un tas de conséquences que je vous amène tout de suite. Imaginons que les enfants jouent. Dans la chambre, il y a, au Hachem, il y a des maisons, il y a la Dib, beaucoup d'enfants. Vous avez une grande chambre avec 2 lits superposés l'un à côté de l'autre. C'est une grande tentation pour nos chers enfants. De quoi faire? Eh bien, tout simplement de tendre un drap ou une couverture et sur les lits superposés, autour, vous avez fait une espèce d'espace comme ça qui est protégé. Bon. J'essaie de retrouver la grande image, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi.
Une seconde. Bon. OK. Vous m'entendez là, Gérard? Vous êtes avec nous? Vous entendez? Allô, allô? Complètement. Attendez, voilà. Dites-moi, Gérard, d'habitude, j'ai la grande image sur dans l'écran. Là, j'arrive pas. Je n'ai que le médaillon. Vous savez pourquoi ou non? Non? Là, au milieu, j'ai une image avec une photo du rabbi. Ah, voilà, voilà. Razak. Voilà, voilà. Voilà. Razak. C'est bon là? C'est bon, c'est parfait. Voilà, vous avez fait la bonne manipulation. Mais c'est plus cher là. Ah, c'est pas grave, on paye. C'est qu'à ça ne tienne. Vous savez, il n'y a pas de prix en bonne chose. Alors, donc, je disais donc faire un OL Araï, c'est interdit midera banane. Donc, nos petits-enfants, nos petits garnements qui jouent comme ça, papa-maman, à la dinette, etc., et qui mettent une couverture sur le lit et puis qui jouent en dessous, c'est un sourd midera banane. Bon, s'il faut leur dire aux enfants, c'est une question de chinour. Quand ils sont tout petits, on les laisse faire. Mais dès l'instant qu'ils grandissent, ils arrivent à chinour, à 5 ans, 6 ans, il faut leur dire attention, on n'a pas le droit de mettre comme ça une couverture entre deux lits et créer un espace comme ça en dessous pour jouer à la dinette et à papa-maman. Voilà. Maintenant, j'avance. Les Chachamim m'ont dit que si je fais une tosefet araï, je ne crée pas le toit hein, non permanent, le toit araï, provisoire. Je crée une tosefet. Eh bien, la tosefet, c'est permis. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut que le détail, que tout le monde comprenne. Vous pourrez me demander à partir de quelle dimension nous rentrons dans l'interdiction de OL. On apprend ça de dîner Touma Vetahara. Un OL, c'est un espace qui est délimité par les mesures suivantes, une espèce de cube de 1 téphar de haut, 1 téphar de large, 1 téphar de longueur. 1 téphar étant 8 cm, on va dire 10 hein, pour 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Donc, si vous avez un morceau de tissu, on va dire, et qu'on s'en sert comme protection pour quelque chose qui est au-dessous, vous êtes dans votre jardin, il pleut, vous avez un objet qui ne doit pas être mouillé, vous prenez une feuille, et cette feuille-là va servir de protection à un objet qui ne doit pas être mouillé au-dessous. Un iPhone, on va dire, un appareil comme ça électrique qui ne peut pas supporter. Vous n'avez pas le droit de toucher, vous ne voulez pas le toucher, il est moukté, disons, donc vous voulez mettre quelque chose dessus. Ce que vous mettez dessus, c'est un OL qui sera interdit si la hauteur entre l'objet que vous voulez protéger et l'objet que vous mettez comme toit soit supérieure à 1 téphar, 8 cm précis, et que l'endroit que vous êtes intéressé de protéger, il a 8 cm sur 8 cm, largeur, longueur. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux avec tous ces comptes? Je veux la chose suivante. C'est que, imaginons que vous ayez un toit, un OL, vous avez installé un OL dans votre jardin, ou sur votre terrasse. Eh bien, prenons l'exemple, je me souviens, il y a quelques années, on avait comme ça protégé la souka. Au-dessus de la souka, à 50 cm de la souka, on avait réussi à installer un plastique qui allait recouvrir la souka en cas de pluie. Bon, peut-être qu'en Israël, vous ne connaissez pas ça. En France, on souffre beaucoup de ça. Quand il pleut, la souka est mouillée, il faut rentrer qu'elle sèche. Donc, on a installé comme ça le socher, le plastique, il était à une hauteur par rapport au sar supérieur à 1 téphar. Je vous l'ai dit, 50 cm. Donc, il y a comme ça un espace, un volume qui se crée. Alors, a-t-on le droit donc d'ouvrir le plastique pour recouvrir la souka? Mais vous avez une solution. La solution, c'est tout simplement d'ouvrir le plastique sur une largeur de 8 cm. S'il est ouvert avant Shabbat ou Yom Tov de 8 cm, vous pouvez dérouler entièrement le plastique pour couvrir toute votre souka. Ça s'appelle, je répète les mots, ça s'appelle Tosefet OL Araï. C'est un OL Araï que j'ajoute à un OL. J'ai un OL déjà, dès que j'ai 8 cm, j'ai déjà mon OL, j'ai créé mon OL. 8 cm, c'est déjà un toit dans les dimensions de là. Dans la mesure où maintenant je ne fais que rajouter, j'ai le droit. Et je ferai bien attention lorsque je vais à nouveau enrouler mon plastique. La pluie est finie, j'enroule mon plastique. Je m'arrangerai pour laisser une largeur de plastique
qui a les dimensions d'un Orel, la dimension d'un toit. Ça veut dire 8 cm. Auquel cas, je peux ouvrir et fermer autant que je veux. C'est clair, hein, donc on a le droit donc de rajouter. Donc, si les enfants veulent jouer, par exemple, à certains jeux, ou bien vous voulez recouvrir une certaine surface dans votre terrasse, arrangez-vous pour qu'elle soit recouverte déjà sur 8 cm. Auquel cas, vous pouvez continuer. Ça, c'est le premier point. J'ajoute maintenant que ce din-là, je veux dire cette khumra qu'on est obligé d'ouvrir déjà à 8 cm pour pouvoir continuer, c'est seulement si le toit en question n'est pas du tout fixé. Juste, il est posé sur le morceau de bois, sur du béton. Si maintenant il est fixé au mur, il y a quelque chose qui est fixé au mur, carrément. Dans la mesure où il est fixé au mur, là, vous pouvez l'ouvrir entièrement et le fermer entièrement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est fixé au mur, il est un élément déjà de la maison, il fait partie déjà de la maison. Et de la même manière qu'on a le droit d'ouvrir une porte, fermer une porte, parce qu'elle est déjà installée dans ses gonds, c'est permis. Donc, si vous avez comme main sur la déventure des magasins parfois, vous avez des stores. Le store, dans la mesure où il est fixé au mur, fait partie de l'ensemble, de la construction de la maison, donc on peut l'ouvrir et le refermer. Après, le Rav des Poskim, il y a des discussions là-dessus, mais la Chazon-Ish qui permet, d'autres aussi qui permettent ça. Donc on va ouvrir. Pareil, le toit de votre souka, si vous le fixez à votre souka, avec des clous, etc., il est vraiment fixé à votre souka, même qu'il y a un espace entre le srach et le plastique qui est haut, 10 cm, 20 cm, etc., vous pouvez ouvrir et fermer sans problème, puisqu'il est fixé. L'ouvrir et le fermer, c'est comme ouvrir ou fermer une porte ou une fenêtre. Alors ça qui est important de comprendre, alors que si l'Echatrila on mettait une porte, ou l'Echatrila on enlevait une porte, on transgresse à une sourate Torah, de bonnet ou sauter, construire ou détruire. Faites extrêmement attention que enlever une porte de ses gonds, enlever les portes de ses gonds, c'est un sourate Torah. Je défais la maison. La porte est fixée à la maison, mais Chouberet la karka, le fait de l'enlever, d'une porte, une fenêtre, c'est Assour Minatora. Et remettre la porte dans ses gonds, c'est Assour Minatora, parce qu'elle n'était pas fixée du tout. Par contre, quand elle est dans ses gonds, ouvrir, fermer, il n'y a aucun problème. C'est exactement la même chose avec mon fameux plastique qui se trouve à 50 cm au-dessus de la souka. S'il est fixé, c'est comme une porte dans ses gonds, on peut ouvrir, fermer sans précaution. S'il n'est pas fixé, alors là, il faut déjà ouvrir sur 8 cm avant Shabbat ou Yom Tov, de telle sorte qu'on puisse ensuite continuer à ouvrir le socher, cette ouverture-là, ce socher. J'espère que tu as bien compris, c'est bien compris. Je vais m'arrêter quelques minutes pour voir si tout le monde a compris. Mais le point que je voulais vous dire maintenant, donc, Oel Aras Assour, une Tosefet rajoutée sur quelque chose de préexistant, c'est permis. Et si l'OL en question, il est déjà fixé et vous ne faites que rajouter, alors même, il est fixé, il n'est pas, je mal dit ma phrase, dans le cas où il est fixé, même que vous n'avez pas déjà ouvert sur un téphare, vous pouvez l'ouvrir et la fermer entièrement quand il est fixé, comme une porte. Voilà. Et pour la petite histoire, une fois j'ai une personne, il m'a dit, j'ai dit, bon, tu as des invités, est-ce qu'on a le droit de mettre une table? Je vais revenir tout à l'heure, mais juste pour l'anecdote. Il m'a dit, j'ai entendu qu'on a le droit de prendre des tréteaux et mettre une planche dessus pour faire une table Shabbat. Il dit, c'est vrai, c'est juste, on va en parler tout à l'heure. Et j'ai dit, et la planche, tu l'as prise où? Il m'a dit, que ça ne tienne, j'ai enlevé la porte de la salle à manger et je l'ai installée sur le tréteau. Alors là, c'est une catastrophe. Parce que enlever la porte de ses gonds, ça sauve une Torah. Première chose, c'est une sauve une Torah. Deuxièmement, tu as déplacé la porte qui était fixée au mur et à la maison, et donc tu touches du mouktsé, parce qu'elle n'était pas censée être enlevée là-bas, c'est mouktsé. Donc, par contre, le fait de l'avoir installé sur le tréteau, ça, ce n'est pas interdit, comme on va voir tout à l'heure, je vais, après avoir écouté certaines de vos questions. Allez-y, messieurs, dames, posez vos questions. Les micros sont ouverts. Hein. Allez-y, on écoute. Alors, si j'ai bien compris, l'histoire de la poussette, son toit,
la poussette. Donc, on peut l'ouvrir et le fermer puisqu'il est déjà fixe. Maintenant, si il fait beaucoup de soleil, alors je parle pour Yom Tov, hein, s'il y a beaucoup de soleil, est-ce que je peux ajouter une lange pour protéger l'enfant du soleil? Étendre une lange sur ce toit pour protéger du soleil. D'après ce que je viens d'expliquer, dans la mesure où déjà votre landau est déjà ouvert, donc vous avez déjà créé, le OL est déjà créé, vous ne faites qu'une tosefet, c'est moutard. Oui, c'est permis. D'accord, merci. Voilà. Autre question? Oui, sur ce que vous. Bonjour, monsieur le Rav. Pour ce que vous Bonsoir, avez oui. dit à la fin au niveau de la table, alors maintenant, la rallonge, on a le droit. Quand on Voilà. veut. Bon, écoutez, puisque vous me posez la question, je vais parler 2-3 minutes, après on va reprendre les questions. Il y a un chidouche, donc on a dit, créer un espace comme ça, c'est interdit. Même que c'est hara et c'est provisoire, c'est interdit. La table, c'est différent. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est différent? Il est permis de prendre 2 tréteaux et mettre une planche, bien sûr, pas mouxée, pas une planche qui était dans une planche qu'on a en réserve à la maison, qui n'est pas mouxée, qui sert toujours à ça quand on a besoin. On peut l'installer sur les tréteaux. Et donc, Kadvachomer, et là j'ai vraiment créé l'espace a priori, il n'y avait rien avant. Kalvachomer a plus forte raison que c'est permis. Lorsqu'il y a déjà une table installée, je l'ouvre un petit peu et puis dans l'espace qui est créé, je mets les rallonges. Là, je ne fais qu'une tosefet. À plus forte raison, c'est permis. Alors pourquoi c'est permis? Même dans le cas où ce n'est pas seulement une tosefet, un rajout, c'est créer un espace lechatri, a priori. Pourquoi? La réponse, elle est comme ça. Dans le cas où on est en train de créer un ohel, donc un toit, sans mechitzot. Quand il y a des mechitzot, c'est déjà plus compliqué, déjà plus rameau. Eh bien, dans la mesure où on ne fait pas de mechitzot, on fait juste un toit, et que, avoir le point essentiel, que l'intention que j'ai lorsque j'installe cette planche n'est pas d'utiliser la planche comme ohel, ça veut dire d'utiliser l'espace qui est au-dessous, mais d'utiliser l'espace qui est au-dessus. C'est le cas dans une table. Quand vous installez une planche sur 2 tréteaux, c'est pour manger sur la table. Donc, c'est permis. Voilà le point qu'il faut retenir. Quand c'est haraï, quand il n'y a pas de méritzot qui se font, hein, comme dans une table, il n'y a pas de méritzot, eh bien, et que vraiment l'intention, c'est de manger sur la table, c'est parfaitement permis. Très intéressant pour les piquants, ça est. On peut voir 2 images identiques, et une c'est un vrai issour, l'autre c'est moutard. Dans le jardin, une personne qui installe ses 2 tréteaux, il met une planche et il mange, il boit un café dessus. C'est permis. La même personne, 1 heure après, il y a la pluie qui vient, et il avait des caisses ou des livres sur le gazon. Il prend 2 tréteaux, il met une planche dessus, et les sfarim, les livres sont au-dessous. Ça, c'est un sort. Pourquoi? Parce qu'il a monté la table pour utiliser essentiellement la partie qui est au-dessous. Ohel. Ohel, ça veut dire un espace qui nous protège de la pluie, du soleil, etc., etc. Donc, le même acte, selon l'intention, peut être permis ou interdit. Voilà, donc, effectivement, donc je confirme ce que vous disiez, donc on a parfaitement le droit de mettre les rallonges. En plus, les rallonges qu'on ajoute, en général, même si c'est fixé de manière assez lâche, assez molle, donc c'est pas vraiment kavoua, et c'est fait d'ailleurs pour ça, puis on rouvre, on enlève les rallonges, etc. Donc, oui, la réponse est que c'est permis. Autre question. Alors, peut-on, s'il vous plaît, bonsoir, peut-on les retirer après manger, justement, pour faire de l'espace dans le salon? Vous avez le droit, madame. Oui, pour faire de l'espace dans le salon, on peut les retirer une fois qu'on a terminé de déjeuner. Absolument, je comprends très bien, beaucoup d'invités, et puis bon, oui. la ouverte, elle vous prend toute la salle à manger, donc vous avez le droit, madame. Merci. Voilà. C'est clair, donc, encore un cas, une petite question que vous pourriez poser, que bon, on me la pose. Personne a demandé une fois, il a besoin de croire Bach, il dit, mais quand on fait une table comme ça, c'est sûr qu'on utilise la partie. On a une table où il y a des méritos, les pieds ne rentrent pas sur la table, c'est très très inconfortable. On a besoin d'être installé sur la table avec les pieds qui sont en dessous. Alors il a répondu certes, mais on est bien d'accord que lorsqu'on met des tréteaux avec une planche, le Icar, Kavana, l'essentiel de notre intention, c'est essentiellement de manger dessus. Bon, maintenant, c'est plus pratique d'utiliser les parties qui sont dessous en mettant ses pieds, mais ce n'est pas suffisant pour être considéré comme un OL. Une autre halakha comme cela, mettre une nappe, grande nappe, sur la table. Vous savez, quelquefois, la nappe, elle descend par les côtés.
Donc, elle vous crée un espace protégé. Ça aussi, c'est pareil. C'est Araï. Quand on met la nappe, en général, c'est pour utiliser ou bien avoir un espace propre sur la table, ou jouer à un jeu, ou étudier. C'est pas toujours très, très propre à faire le repas, donc on met une espèce de nappe pour étudier. Ça permet même que finalement la nappe n'est pas, ça va vous créer des elle va vous créer un espace et au-dessus et par des méritaux à gauche et à droite. Comme permis, pour toute l'attention, c'est pas de faire. Voilà. Autre question? Ouais. Allez-y. Bon, c'est pas grave. Déjà, alors, deux questions. Une première question c'est un cas qui est apparu ce Shabbat. Il y a un rideau qui est rattaché. Alors, je ne sais pas si c'est différent entre si le rideau il est rattaché au mur ou au plafond, ou s'il est rattaché à un meuble. Si la barre du rideau, elle sort du rond dans lequel elle est maintenue pour pouvoir tenir. Est-ce que du coup, on a le droit de la remettre? Parce que du coup, bon, si là, vous avez parlé d'une porte, mais du coup, la barre d'un rideau, c'est aussi quelque chose qui est du coup, comme je dis, quand c'est rattaché au mur, peut-être ça peut être considéré comme une construction. Et la deuxième chose, c'est aussi, puisque depuis tout à l'heure, vous nous expliquez que du coup, on n'a pas le droit de construire, donc prendre une planche pour s'abriter et mettre quelque chose en dessous. Du coup, ma question, c'est est-ce que si jamais avant Shabbat, on avait une planche, que du coup, Shabbat, on n'a pas le droit de prendre cette planche parce que ça serait considéré comme détruit? Attends, il y a une interruption. Répétez la deuxième question. La deuxième question, c'est si dans l'hypothèse où on a déjà, avant Shabbat, une planche qui est posée comme ça dans le jardin qui sert à abriter des choses en dessous. Voilà, on est rentré comme ça dans Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de prendre cette planche pour en faire autre chose et la déplacer, ou est-ce que c'est considéré comme une destruction? Puisque faire ça pendant Shabbat, du coup, c'est comme une construction. Est-ce que du coup, inversement, ça serait... J'essaie de comprendre votre question. Ça serait une destruction de quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Quelle fonction avait-elle, cette planche avant Shabbat? Abriter quelque chose en dessous. Ah! Puisque vous dites que mettre une planche pour abriter quelque chose en dessous, c'est construire. Donc, je suis en train de dire la chose suivante. C'était un Ohel Araï. Voilà. Donc, elle a été mise avant Shabbat pour protéger les choses en dessous. Et vous demandez si vous avez le droit d'enlever entièrement. Eh bien, je vais vous répondre ce que j'ai dit tout à l'heure. Faire un Ohel Araï, les Khatrila, ça sont des Rabbanan. Et défaire un Ohel Araï, les Khatrila, ça saute. Ce qui aurait été permis, c'est si, dans ce Ohel en question, disons que vous avez mis, c'est des cas que je connais, vous avez mis la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, elle avait déjà une petite planche de 10 cm qui la couvrait. Et vous avez complété avec une grande planche. Si la tondeuse à gazon était déjà recouverte avec une planche comme ça de 8 cm, donc il y avait déjà un OL qui la recouvrait. Et vous n'avez fait que, en ajoutant cette grande planche, que faire une tosefet à rail. Une tosefet. Si on a le droit de faire une tosefet à rail, on a le droit de défaire une tosefet à rail. Mais sinon, si l'Echatrila, votre planche, elle couvrait la tondeuse, vous n'avez pas le droit de l'enlever à cause de sauter. Claire? Allô? Oui, très clair. Répétez-moi la première question, s'il vous plaît. La première question, c'était si jamais il y a une barre de rideau qui sort du rond qui la maintient. Alors, c'est délicat parce qu'il faut connaître la métioute. Hein, donc, il arrive, vous dites comme ça, si j'ai bien compris, il arrive qu'il y a une espèce de... devant le Echal, il y a deux crochets comme ça, et sur le crochet, il y a une barre. Et cette barre, elle prend un trou qui soutient le rideau. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Et surtout, la question de fond, c'était est-ce que ça change quelque chose si le crochet il est rattaché au mur ou au plafond, ou s'il est rattaché directement au meuble? Parce que du coup, c'est peut-être pas le même niveau de construction. Si c'est un gros meuble, on a un clal comme ça. Quand tu as un gros meuble, il y a des dimensions précises. C'est la dimension d'un migvé. C'est Arbaïm Sea. Arbaïm Sea, on donne la vraie dimension. C'est Tefar à Tefar, al Rom, Ama al Ama sur 3 amot. 50 cm sur 50 cm sur un mètre et demi de haut. Et en général, le Khal, il a fait des dimensions. Donc, même qu'il est un meuble, il a un même ligne que Mechoubar la Karka. Donc, votre rideau, c'est comme s'il était Mechoubar la Karka. Donc, le fait de faire ou défaire, c'est un problème de bonne.
Et c'est un Maintenant, problème juste, je voulais préciser quelque chose. On verra ça encore. Je vous dis, il y a comme ça des détails qu'on dit doucement. Si c'est qu'un rideau seulement, c'est-à-dire que la barre elle est déjà là, les grands-parents sont déjà là, je ne fais que installer le rideau, là, le robe des postes qui me permettent. J'ai bien le rideau, pas réinstaller, la barre, etc. Mais le rideau lui-même, bien qu'il va y rester assez longtemps. Alors l'idée, c'est que le rideau, c'est pas un vrai méchitza, elle bouge comme ça, on peut la traverser, etc. Voilà. Et donc c'est un problème pour la barre. Sortir la barre qui est sortie du rond, c'est un problème. Oui. Parce que ça s'appelle Mechoubar, il est Mechoubar là-bas. Très bien. Voilà. Peut-être une autre question, s'il vous plaît. C'était pour savoir, dans le cadre d'une mechitza avec des pans qui soient amovibles, mais quand même accrochés les uns sur les autres, est-ce qu'on a le droit de changer une configuration pendant Shabbat? C'est-à-dire une géométrie différente de la mechitza. Alors, d'abord, la première question que je vous demande, on n'a pas commencé encore à dîner Mechitza, pour l'instant on est dans les dîners OL, mais bon. Alors dites-moi le cas c'est par exemple une Mechitza à la choule? Oui, à la choule, oui, pendant Shabbat. C'est-à-dire il y a des crochets qui les mettent ensemble, mais on veut changer la configuration, l'espace. On veut faire une partition différente. Est-ce que c'est possible pendant Shabbat? Et quand vous fermez les crochets, c'est comme accrocher les rallonges d'une table, on est d'accord? C'est-à-dire c'est pas, oui, exactement. Pas me couper vraiment très fort, c'est juste pour que ça tienne et qu'on puisse. Oui. Oui, dans ces cas-là, avant de répondre à cette question, je vais d'abord, vous savez, un rabbin a une question, il répond pas à une question, c'est connu, messieurs. Est-ce que si la Mechitza est déjà là, je ne sais pas pourquoi on va dire comme ça, est-ce que j'ai le droit d'installer la Mechitza entre les hommes et les femmes? Alors, le son là est très difficile à être perceptible. Là, vous m'entendez? Bon, on va essayer, mais il y a des bruits de fond incroyables, mais on va essayer. Allez. Non, je posais la question suivante. Je disais, est-ce qu'on a le droit, Bichlal, de mettre une Mechitza entre les hommes et les femmes à la chose? Oui. Vous entendez là? D'accord. Voilà. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et je dis, la réponse est oui, elle est positive, on a le droit. Si vous avez comme ça des Mechitzot ambulantes, comme ça, souvent c'est sur... oui. On a le droit de les déplacer pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. On va voir pourquoi après. Maintenant, pour déplacer la configuration, comme vous dites, si ce sont des choses qui ne sont pas Mechoubar la carcasse, c'est vraiment juste quelque chose qui est ambulant, et que le derrière, c'est par exemple, elle a tant de hauteur, on peut diminuer de 180 à 1m80 à 1m50, et celles d'en haut, on va les mettre à côté ou des choses comme ça. C'est permis cette chose-là. Parce que c'est pas Mechoubar la carcasse, c'est comme un Kéli seulement, et c'est le Darko Bekar, c'est son derrière d'être comme ça, diminué ou augmenté. Ça, c'est permis, cette chose-là. Quand il n'y a pas cette notion de bonnet, comme vous aviez dit, même un tableau. On peut voir, c'est comme Binyan Bekelim, quand c'est quelque chose qui est mis de capelle comme ça, on va voir que c'est mouta. Je vais vous apporter plusieurs exemples dans ça. Plusieurs exemples. Alors, pour revenir et conclure, merci. Avec pour revenir avec les toits, bon, une question que tout le monde veut savoir, qu'est-ce qu'on fait avec les landaux? J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en parler, mais sachez une chose, c'est que quand vous avez un landau, une poussette, avec comme ça un toit qui est déjà fixé à la poussette, et vous l'ouvrez et vous la fermez, c'est permis. C'est exactement comme le din que j'ai dit tout à l'heure, lorsque le store il est installé dans le mur, on peut ouvrir, on peut fermer. Donc il n'y a aucun problème, on peut fermer. Si par contre, on n'a pas installé cette espèce de capuche, cette espèce de toit, on n'a pas installé dans la poussette, dans le landau, l'installer pendant Shabbat, ça c'est interdit. Parce que comme il n'est pas installé lui-même, vous êtes en train de faire un OL, les khatrila, ça les khatrila, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Sauf dans le cas, on va dire, imaginons qu'il y ait déjà un OL qui soit déjà installé sur le landau, qui fait 8 cm de largeur. Et donc, vous installez le deuxième comme rajout, comme Tosefet. Je ne sais pas si ça existe dans la médecine, je n'utilise pas les landaux tous les jours, mais si on pouvait imaginer une configuration, un cas de figure comme cela, effectivement, on pourrait permettre. Alors, voilà donc, un petit peu, excusez-moi, j'aimerais bien aller un petit peu dans le sens de cette question.
de ce sujet. Si par exemple on est Yom Tov et on a prévu un store ban, vous voyez, avec une manivelle pour protéger la venue d'une pluie et pour protéger la souka. Alors, est-ce que le fait de le faire, de déployer ce store ban pendant Yom Tov, est-ce que c'est permis ou ça fait OL? Ça fait un OL, mais c'est un OL permis. Pourquoi? Parce qu'il est fixé. On est d'accord, le store est fixé au mur. Exactement. Et il se déploie par une manivelle. Oui, mais je t'en mets, les stores de déventure des magasins. Je sais très bien. Oui. J'en ai un dans ma maison, j'en ai un. On a installé un store comme ça. C'est pas très pratique sur la souka, hein, parce que bon, c'est pas très pratique, hein, parce que vraiment pour découvrir, il faut qu'il s'avance beaucoup, et donc quand la pluie tombe dessus, ça fait bon, c'est pas évident. Pour votre question, effectivement, dans la mesure où c'est fixé au mur, même si c'est une grande arloquette, il y a le Noda Biouda qui interdit, le Chazon Ish qui permet, mais le Pashtout, c'est permis, au même titre qu'il y a un Rama clair dans une Chotouka qui dit qu'on a le droit d'installer un socher comme ça sur la souka. On peut l'installer. Dès l'instant qu'il est fixé, on a le droit de le entièrement. S'il n'était pas fixé, encore une fois, vous avez toujours le éther de Tosefet. Il faut l'ouvrir un petit peu avant Shabbat, 8 cm, et vous complétez pendant Shabbat. Mais quand c'est fixé comme votre cas du store, vous avez parfaitement le droit de l'ouvrir pendant sauf d'après le Ndabiouda. Mais la Naga, et Shabbat, c'est pareil. C'est pareil. Oui, je ne vois pas de différence. Il n'y a pas une. À ma connaissance, Admor Azaken ne s'est pas prononcé spécialement sur ça. Donc, c'est au niveau de ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, quand vous avez, sachez une chose, quand vous avez. Alors maintenant, une fois qu'on a fini juste encore un ou deux l'info sur le Hydrotoel, sachez que les Chachamim, il y a certaines permissions. Non, ouais. Il y a une Gemara de laquelle les poskim déduisent que lorsque vous faites sur vous un ohel avec la main, c'est permis. Prenez un grand carton, il y a une pluie qui vous tombe sur la tête, prenez un grand carton, vous mettez pour vous protéger vous-même, pour protéger votre chapeau. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on le tient avec la main. C'est truqueux, mais c'est comme ça. Il faut comprendre, c'est curieux, pas tant que ça, parce que finalement, on parle d'Ohel Araï, on parle d'un Ohel provisoire. Si c'est provisoire, ce n'est pas son Minatora. Donc, les Chachamim sont marmires dans certains cas, mais ils nous donnent une ouverture, ils nous donnent une possibilité. On dit Amrou, Amrou. Eux, ils ont dit que ça saute dans certains cas, et dans certains cas, c'est permis. Donc, tenir avec la main, c'est moutard. C'est le éther qu'on a dans certaines choules, à Simchat Torah, comme vous savez. On n'a pas ce minac chez Chabad, mais dans beaucoup de keilot, c'est minac, c'est de prendre un talit comme ça, de mettre sur tous les enfants, etc., etc. Dans la mesure où on le tient avec la main, c'est permis. Autre chose, vous avez un impair ou un manteau, et puis vous voulez surélever un petit peu l'impair et le mettre sur votre tête, comme ça, vous créez un OL sur votre tête, pas vraiment sur vous. S'il n'y a pas un problème de portée de conscience, c'est interdit de porter, comme ça, mais s'il n'y a pas un problème de portée, vous êtes ou à la maison, ou dans le jardin, ou dans un endroit où il y a un rouve, comme dans beaucoup de villes en Israël, si vous êtes sommaire sur les rouves, eh bien donc, vous avez le droit comme ça de mettre un habit comme ça sur votre tête, ça c'est permis. On le fait avec la main, donc ce n'est pas considéré comme un véritable OL, et les Chachamim me permettent. Donc, Trissat Talit, Trissat Mappa. Une chose que Chachamim m'ont interdit, bien que c'est complètement haraï, c'est les parapluies. Alors, tous les poskim me disent pourquoi, comment. Parapluie, on n'utilise pas un parapluie. Pour le parasol, imaginez que vous avez un parasol qui soit fixé vraiment dans la terre. En théorie pure, d'après toutes les explications que j'ai données, ça devrait être permis. Parce que si vraiment, comme certains parasols, vous savez, dans votre jardin, ils sont foncés dans la terre, ils sont fermés, et puis vous l'ouvrez pendant Yom Tov et Shabbat. Puisqu'il est fixé en terre, donc ça ressemble étrangement au cas du store. Du store, quand il est fixé au mur, on peut l'ouvrir. C'est la raison pour laquelle beaucoup de poskim disent que le parasol, on a le droit de l'utiliser. Et donc, d'autres sont marmires et disent oui, mais il faudrait déjà l'ouvrir un petit peu, au moins sur un téphar. Donc, ce n'est pas grand-chose pour un parasol, 8 cm ouvert comme ça. Et s'il est ouvert déjà, alors on peut continuer à l'ouvrir. Mais d'autres disent qu'il n'y a pas de raison, puisque c'est fixé. Peut-être que la chouma, c'est peut-être parce que parfois c'est pas vraiment fixé, c'est sur un socle comme ça qui est un peu lourd.
pas fixé vraiment en terre, mais si c'est vraiment fixé en terre, normalement, il n'y a pas besoin que ce soit un peu ouvert. Pourquoi pas donc? Faisons en sorte qu'ils soient un peu ouverts, 8 cm, ce n'est pas grand-chose. Auquel cas, on peut le déployer entièrement. Et me vient une halakha qui est arrivée, quelqu'un m'a demandé, voilà, on était dans le jardin, et puis il y avait une espèce de balancelle. Une balancelle, de petit fauteuil comme ça, d'été, et par-dessus, il y a une espèce de toit comme ça, un grand plastique comme ça. Quelquefois, la balancelle tombe, un peu léger parfois, et ça tombe. Est-ce qu'on a le droit de la redresser? En redressant dans votre balancelle, vous êtes en train de créer maintenant un espace, créer un OL. Puisque vous créez un OL, ça devrait être assourd. Mais là, les poskim, ils disent que non. Pourquoi? Parce que toute cette balancette, c'est déjà un keli. Et quand vous avez un keli, vous installez un keli, un ustensile, et que Mimela, de manière naturelle, sans aucune kavana, il crée un OL, c'est permis. À l'image de, le fait de retourner une grande cuvette, une grande bassine comme cela. Quand vous retournez une bassine, vous pourrez protéger l'espace là en dessous. Si vous êtes dans votre jardin et il y a un puits qui va tomber, vous avez une grande cuvette, vous pouvez retourner la cuvette sur l'objet en question. Pourtant, vous créez un espace protégé, vous créez un OL dans les faits. Oui, même à l'époque, qui me dit on a des preuves, un Lausanne, un tourneur retourné, de ça. Donc, nous avons des preuves que ça ne rentre pas dans la Agdara, dans le statut d'OL. Parce que c'est un keli. Un keli, ça reste un keli. Ah, maintenant, on l'a retourné de manière qu'il protège l'espace qui est en dessous. Il n'y a pas de problème. Donc, certains, dans Negelwasser, par exemple, ils prennent leur cuvette, ils retournent la cuvette sur le keli. En faisant ça, ils créent un espace. Ce n'est pas interdit, cette chose-là. Pas obligatoire de le faire, mais ce n'est pas interdit de faire cette chose-là. Donc, à l'image de cette halakha, de retourner donc un keli et créer un espace comme ça, c'est quand même permis, eh bien, la même chose, je reviens à la balancelle. Donc, la balancelle, nous avons le droit donc de, si elle est tombée, de la redresser. Pourquoi on la redresse? Tout simplement parce qu'en fait, en la redressant, je ne fais que l'utiliser comme keli. Ah, c'est vrai que c'est un keli qui me protège, qui ressemble étrangement à un OL, mais en fait, c'est un keli en soi. Il y a un fauteuil avec quelque chose dessus. Donc, c'est permis de la redresser. De même, quand une poussette tombe, on peut avoir la même question sur la poussette. La poussette, le landau, une fois qu'il tombe, alors, bon, c'était installé déjà. Maintenant, en retombant, puisque je vais mettre la poussette sur des roues, je vais recréer un espace comme ça protégé. Dans la mesure où c'est un ensemble qui a déjà été créé, c'est un keli, c'est mon cas. Voilà donc une revue, on va dire, rapide du concept de Orel. Raph, s'il vous plaît, juste une dernière question. Avant de passer à Mechitza. Allez-y. Oui. Alors, ça veut dire qu'à Paris, si je suis surprise par une pluie torrentielle et que j'ai juste un manteau sans capuche, que je marche Shabbat, il m'est strictement interdit de retirer le manteau afin de protéger ma perruque et de mettre le haut du manteau sur mes cheveux, pas sur ma perruque. Alors, si vous vous rappelez, au contraire, j'ai dit qu'on a le droit de le mettre sur la tête quand on le tient avec la main. Mais je vais préciser votre question. Si vous arrivez à prendre... Je ne veux pas retirer les manches, justement. Il faut que je retire les manches. Donc, vous gardez les manches, les bras dans les manches du manteau et vous mettez sur votre tête. Ça, c'est permis. Là, c'est permis. Ben oui, non, mais c'était la question, c'était sans les manches. Si vous l'enlevez, le mettez sur la tête, alors il y a un autre problème. C'est plus un vêtement. Vous n'avez pas fait un OL, vous ne serez pas puni, si j'ose dire, parce que vous avez fait un OL, parce que vous le tenez à la main. Par contre, vous êtes en train de porter. C'est ça le problème. Et oui. Ce n'est pas un derrière malbouche. Vous n'êtes pas en train de le porter sur vous comme un habit. C'est plus un vêtement, exactement. Il n'a plus la définition d'habit pendant. Et donc, ça s'interdit. Razak. Voilà. Très bien. Ok, merci. Excusez-moi, Raph, j'ai une question. Oui. Concernant la cuvette dont vous avez parlé tout à l'heure, si par exemple j'ai une fuite d'eau et je mets justement une cuvette pour récupérer l'eau, on a le droit à Shabbat? Il n'y a pas d'interdiction? Non, c'est de l'eau cachère, de l'eau potable, de l'eau. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas d'interdiction. Vous récupérez le cachet, il n'y a pas d'interdiction. Ok, merci. Bonsoir, Rav. J'ai une question. Bonsoir, allez-y. Quelqu'un qui a un chapeau, par exemple, qui porte un chapeau, est-ce qu'il aurait le droit de mettre son talit dessus? Si le chapeau, c'est par exemple les grands chapeaux qu'il y a et qu'il peut y avoir, c'est moutard.
ça peut, je sais pas. J'avais entendu, moi, donc je pose la question. Bon, entendu que quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'une personne qui mettrait un talit sur un chapeau, ça ferait comme une sorte de OL. Parce que ça Alors, ferait. d'après les explications que j'ai données, si vous avez bien suivi, si le talit, vous le portez avec la main, donc c'est la main qui fait le OL, donc la main fait que le talit est sur le chapeau, ça c'est permis. Ça c'est permis. Ah, d'accord. Ça c'est permis parce qu'on a dit qu'un OL qui est tenu comme le carton, hein, il pleut, prenez un carton, on peut mettre un carton sur la tête. Donc pareil pour le OL, pareil pour n'importe quel habit. S'il n'y a pas un problème de portée, hein, je m'entends, il n'y a pas un problème de portée, je parle de faire un OL. Bon, maintenant, si vous mettez, imaginons que vous mettez vraiment le talit sur le chapeau, vraiment. Je connais beaucoup de gens qui mettent le talit sur le chapeau pour avoir de kissouim. Donc c'est aussi un derrière malbouche, ça. C'est comme un chapeau sur la kippa. Chez Rabat, chez beaucoup de chassidim, chez beaucoup de gens, on a une kippa et par-dessus on a le chapeau. Donc si vous portez le talit sur le chapeau, comme beaucoup de font à la chose, j'ai vu des gens qui mettent le talit sur le chapeau, c'est derrière malbouche aussi, c'est motard. Par contre, si vous mettez un plastique à la mesure, en France on en fait très peu, je n'ai pas commencé en RS, mais je sais qu'en Amérique et à Anvers, ils ont beaucoup ça. Il y a un plastique qui est à la mesure pile du chapeau, en cas de pluie, pour protéger le chapeau. Est-ce qu'on a le droit de mettre ça aussi, c'est une grande discussion dans l'impossible. Alors, la base de la discussion, c'est ceux qui interdisent disent que, en fait, lorsqu'on met ce plastique, c'est pour protéger le chapeau, c'est pas pour protéger l'homme. Donc, c'est pas un habit, c'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on met que pour protéger le chapeau. D'autres disent que, là je vous donne les marlocotes, hein, donc Merci. on va décider quoi faire le cas échéant. Enfin, c'est très rare, hein, ce cas, le plastique et pile sur le chapeau. Ceux qui permettent, ils disent oui, mais certes qu'on le met pour protéger le chapeau, mais c'est très très courant quand il y a une belle pluie que l'eau pénètre le chapeau et ça nous mouille la tête. On est dérangé, l'homme est dérangé. Donc finalement, ce plastique aussi il a une fonction d'habit. Hein, c'est comme un ciré, un interperméable. Donc il y a une svara aussi d'être méquille dans ça. Ça, c'est pour le plastique sur le chapeau. Une chéla amusante, messieurs. Merci. Amusante. Sachez que selon les modes, chez Rabat, il y a des modes, vous savez, il y a des époques où le bord du chapeau il est tout minuscule, comme ça, 4 cm. Il y a des périodes, ça devient vraiment à 100 €. Je pense que ça nous arrive à tous, hein, c'est ce qu'on trouve chez le magasin, donc on n'a pas le choix, on prenait des grands. Sachez que si le devant du chapeau, si le chapeau est ferme, hein, chapeau ferme, pas un chapeau usé qui tombe comme ça, mais quand le chapeau est ferme, s'il fait 8 cm, ça fait un OL, donc ça peut poser problème. Alors ça aussi, c'est une chéla qui a fait couler beaucoup d'encre. Sachez que dans beaucoup de keilot, on s'arrange pour ne pas avoir un bord qui fait plus de 8 cm. Bon. Parce que ça fait un OL, ça protège contre la pluie, le soleil, et donc on évite. Dans d'autres keilot, on ne fait pas attention à ça. Je vous explique donc. Et je pense que le minhag haolam, c'est de ne pas faire attention. De nos jours, à part certains marmirés, medak dekim amizvot, ils ne font pas attention. Alors à ce moment, beaucoup de poskim disent que le chapeau en question, certes, il est fait pour nous protéger, il est fait pour nous protéger de la pluie, du soleil, etc. C'est un OL. Mais au-delà de sa fonction d'OL, il a quand même une fonction de malbouche. À Réaïa, la preuve, c'est que maintenant, je vous donne un chiot, j'ai ni le soleil sur la tête, ni la pluie sur la tête, et je garde mon chapeau. Je garde mon chapeau parce que c'est beaucoup bad, parce que c'est mon habit. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, au-delà de ce inyan, et je vous garantis que ce que j'ai sur la tête, ça me dérange plus qu'autre chose. Vous voyez, souvent, je le lève parce que ça me fait de l'ombre, ça me gêne. Je garde quand même le chapeau parce que bon, c'est un habit, c'est tout, c'est l'habit d'un chassid, l'habit d'un faux, de savoir un chapeau. Donc, ça sert de dire que finalement, on n'est pas vraiment intéressé par le OL et donc c'est permis. Bon, sachez qu'il y a une discussion là-dessus, c'est bon. Mais si certains le font, on laisse faire. Autre question? J'ai une petite question, Rav, c'est possible? Oui. Vous avez dit à l'instant, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, une question par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi. Quand il pleut beaucoup, le fait que le chapeau, ça fait tomber du noir ou du bleu, enfin, je ne sais pas c'est quoi la texture, mais bon, ça fait quelque chose. Il faut l'enlever quand il pleut ou pas? Est-ce Ou qu'il faut ça n'a enlever rien à quoi, voir, pas... le chapeau? Ouais, oui. Non.
Il n'y a pas d'obligation de. On fait pas un issour là-dessus. C'est pas Non, de notre faute, quoi. En fait, je vais Non. aller un peu plus loin dans votre question. Quand vous prenez une pluie sur la tête, vous êtes en train de déplacer la Oui. pluie. Non, pas le droit, vous portez Oui. la pluie, et sur vous. Comment ça se fait qu'on a le droit de se Oui. promener avec d'habits mouillés? Alors, bon, c'est une question classique, quoi. Tous les personnes qui me parlent de ça disent la chose suivante. Ils disent parce que porter quelque chose sur le chapeau ou sur un vêtement mouillé, ce n'est pas le derer. Ce n'est pas le derer. Bah oui. Donc, ce n'est pas un sourmi Torah. C'est un sourmi de Rabban, peut-être. Un sourmi de Rabban. Mais Ah. Chachamim ou Gazrou. Chachamim ne nous ont pas dit s'il y a un temps pluvieux, on ne sort pas dans la rue parce qu'on va prendre la pluie. Puisque Yefchar, quelque chose que Yefchar, les Isaïr, qu'on ne peut pas faire attention, bah, tu peux sortir, si tu te mouilles, tu te mouilles. Par contre, bien de savoir, messieurs, c'est que si vous êtes à l'intérieur de chez vous, hein, et vous avez les mains mouillées, vous avez la tête mouillée, il faut tout faire pour attendre d'être sec pour sortir dans la rue. Parce que sortir avec de l'humidité sur soi, c'est problématique. Il faut bien s'essuyer. Je me souviens à une époque, j'habitais dans l'appartement de la Yeshiva, et je marchais une bonne demi-heure pour aller au mikvé, et puis je ressortais de la Yeshiva pour aller à la choule, ce qui était encore une bonne demi-heure. Et les clercs ont été complètement trempés, c'était Shabbat, on ne pouvait pas se frotter la tête, donc j'allais sortir avec les cheveux tout mouillés. Donc j'attendais toujours, d'abord je mettais très très doucement, sans forcer, une serviette sur les cheveux pour enlever la partie des gouttes qui sont sur les cheveux, pas celles qui sont à l'intérieur parce que c'est srita, et puis attendez que ça sèche un peu, puis je prenais la route, vous voyez. Et sinon, sortir avec les mains mouillées, il faut pas les mains mouillées de la pluie, on n'a pas le choix, on prend la pluie dans la rue, on n'a pas le choix. Mais quand il y a le choix, une femme qui sort du mikvé le vendredi soir, elle doit s'arranger pour être bien sèche, les mains sèches et tout avant de sortir, vous voyez. Voilà, c'est un petit détail, mais il faut faire attention. Autre question, allez-y. Pourquoi quel est On n'entend rien. Hein, problème des... Il n'y a pas de réseau chez vous. de l'eau là, Désolé, il n'y a pas de réseau, on n'entend rien. De sortir avec la tête mouillée. C'est quoi le problème? Moi? Je n'entends pas la question, Ah ouais. malheureusement. Le réseau est mauvais là encore. Vous entendez? Allez-y. Non. Allez-y, parlez. Bon. Allô? Tant pis. Oui, alors. Vous entendez, Gérard, vous entendez-vous? Non, il y a un problème de réseau. Donc, ce qui est, je crois que vous écriviez la question. Il y a un endroit pour écrire les questions, donc vous pouvez les écrire. Écrivez la question. Je crois que la question, c'était quel est le problème de sortir avec mouillé, je crois. Ah, si c'est ça la question, c'est très simple. Je pense. En tout cas, je vous réponds, si c'est ça la question, eh bien, tout simplement, sortir mouillé, c'est porter l'eau. C'est comme si vous sortez avec de l'eau. Voilà. Imaginez, je mets les mains comme ça, je mets de l'eau, je sors. Ben, je porte l'eau. C'est tout. Alors, alors on ne peut pas sortir quand il pleut. Alors là, je vous ai répondu tout à l'heure que les Chachamim m'ont permis de sortir comme ça parce que c'est un chinouille et donc Chachamim ont permis. Évidemment, vous parlez de Chutz Laaretz. Ce problème, il n'y a pas de héros. Oui. Voilà, le problème ne se poserait pas pour une femme qui sort du mikvé à Jérusalem ou un homme qui sort du mikvé. On est d'accord. C'est évident. Oui, c'est évident. Non, mais c'est bien de le rappeler. Voilà, merci. Non, mais c'est bien. Vous nous donnez envie d'habiter en Eretz, madame. C'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais Rav, Rabbi ne nous laisse pas, madame. Les Moréora, ils ne nous laissent pas partir. Il faut qu'on s'occupe de nos doigts ici. C'est ça le problème. Juste au niveau du héros, mais bon, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est quoi votre position, Rav? Sur le héros? Mais vraiment, votre position, parce que je sais que la Noirazaken n'est pas d'accord, mais bon. J'ai envie de vous dire, il y a une contradiction dans vos... Moi, j'habite en Eretz. Hein. Oui, je comprends, mais si Admorazaken ne permet pas, il n'y a pas à discuter. Mais par contre, dans le limou de la Sougia, je peux montrer que ce n'est pas évident qu'Admorazaken l'ait aussi. C'est pas évident. Alors, si c'est des grandes villes où il y a beaucoup de monde, c'est problématique. Mais dans
dans les petites villes, à Kfar Chabad, enfin dans tous ces endroits, dans ces agglomérations, il y a si je le faisais moi-même le héros, je pense que je serais sommaire dessus. Attends, ceux qui font la mais, mais à Natania, où il y a 400 000 habitants. Oui, ça c'est déjà, encore que, vous savez, Shishim Ribo, c'est 600 000. Oui. 600 000 pour son Reshut Arabim, d'après de nombreux chitotes. Donc, même là-bas, il y a des zadim. Il y a des zadim d'être Mekin, mais c'est pas évident, quoi. Il faudrait vraiment expliquer longuement c'est quoi le problème, quoi. Non, mais puisqu'on fait court avec vous, vous nous conseillez quoi? Vraiment d'essayer de ne pas porter Shabbat? J'ai envie de répondre. Comment c'est le minag des médailles des Keba Mitzvot? Comment c'est? C'est ça qu'il faut voir. Non, moi, j'ai pas entendu. J'ai vu des gens très marmir. Hein. Excuse-moi, il y a des gens. Pas de mahmir, les médailles des Kim, parce que mahmir, ça veut dire qu'ils peuvent considérer que c'est moutard, c'est permis, mais ils veulent être mahmir, la malo. Oui, mais il y a les deux. Il y a les deux. Hein. Moi je vois beaucoup de gens qui sont mahmir et qui portent un Natania. Et non, ça, c'est très varié, quoi. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à Natania, comme c'est un Reshut Arabim, il y a beaucoup plus de makom, et ce makom, arbe yoter gadol, et akel. Voilà. Autre question. Pas clair tout ça. Bon. C'est bon, on arrête? Rav. Alors, juste, s'il n'y a pas de question, là, Rav, oui. Je peux vous poser une question en dehors? Allez-y. Bon, est-ce que sur un talit gadol ou un talit katan, sur le bord, il y a une doublure en coton, là? S'il n'y a plus de doublure, c'est pas grave. Pas grave. Ensuite, sur le talit gadol, lorsque la grande doublure qu'il y a en haut, eh bien, est-ce qu'on peut, si elle est déchirée, est-ce qu'on peut la remplacer sur le talit même? Oui? Oui. On peut le faire. On peut faire. Vous pouvez même la défaire, la laver, la machine à laver, la recoudre. Oui. Aussi permis. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Pour conclure, je vais vous dire des choses que nous avons faites déjà, mais bon, le temps court, là, dans 3-4 minutes, on va faire vite ici. J'ai une question intéressante cette semaine. Une personne chez lui, il a fait shakol sur un café, dans sa maison. Et puis, un quart d'heure après, il est allé chercher, après le café, il est allé chercher une glace, un chocolat. Alors, il m'a demandé est-ce que je fais la bracha sur le chocolat? Je lui ai dit oui. On est allé rendre visite à des personnes, ils ont servi un café, 10 minutes après, ils ont servi un chocolat. Alors, il m'a dit donc je recommence la bracha sur le chocolat. Je lui ai dit non. Il a dit maman, c'est non, une fois oui, c'est une fois non. Oui, une fois oui, c'est pas. Pourquoi? Dans le premier cas, il était chez lui. Il a fait chez Akot sur son café, puis il a décidé de manger un autre aliment qu'il n'avait pas prévu d'inclure dans sa bracha. On ne pensait pas manger du chocolat après. Donc, le chocolat n'était pas inclus dans sa première bracha de chez Akot. Donc, je lui ai fait refaire la bracha. Quand on a rendu visite à des amis, on était invités chez eux. Donc, quand ils ont servi un café, on a fait Akot sur le café, et sans le savoir, ce qu'on appelle bestam, sans le savoir, on a inclus tous les shakol qui pourraient nous être donnés chez la personne chez qui nous étions, chez l'autre. Ça s'appelle et somer al balabait. Quand on va chez quelqu'un, on est invité chez quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Donc, quand il nous donne un shakol, même sans le vouloir, même sans y penser, dans ce shakol, on inclut l'ensemble des shakol qui viendront après. Donc, dans le deuxième cas, invité chez l'autre, il n'a pas recommencé le shakol. Par contre, chez lui, c'est lui qui décide à chaque fois s'il va manger après le café. Donc, comme on mange du chocolat, il n'a pas pensé mes fourrages, clairement, donc il est obligé de faire le bracha. Voilà, on va se quitter donc avec une dîner brachot. L'agma, vous savez, dit dans le dit chez Otiliot Chassid, il y a d'agdek dîner de brachot, des milliers de brachot. Les brachot, c'est compliqué. J'espère avoir l'occasion peut-être de vous faire des chouettes là-dessus.
hein, sur les brachot, c'est délicat. Il faut savoir être médagdek, pas faire n'importe quoi. Quand on a le shiur, on fait bracha achrona. Quand on n'a pas le shiur, on fait bracha achrona. Quand on a un kavana, quand on n'a pas kavana, si l'aliment il est devant soi ou pas devant soi, c'est beaucoup de détails. Et le chassid, celui qui est médagdek va mitzvot, celui qui est médagdek, il est sûr qu'il est toujours avec la présence divine avec lui. Kol tov à tout le monde. Erev tov. Tu as étudié. Merci. Toda rabba, Rav. Allez. Toda rabba. Shabbat tov. Rav Zerviv. Shabbat.